Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ces jours troublés sur SOS d'un historien en détresse. Pour cette première vidéo, nous parlerons des mots arabes en Sicile du XIe au XIVe siècle au travers d'un article. Mais avant de commencer, vous trouverez dans la description un document aidant à la compréhension avec le vocabulaire et notre biographie. Mais maintenant, passons dans le Tarn-et-Garonne et plus précisément à Parisot où nous attend Alicia. Merci Guillaume pour cette petite introduction à ne pas piquer des hannetons. Tout de suite, je vais vous faire une présentation succincte du chapitre et du livre dont il est issu. Donc le chapitre s'intitule Les mots arabes de Sicile entre 1100 et 1300. Il a été écrit en collaboration par Henri Bresque et Anneliese Neff. Il est extrait de la première partie du livre intitulée Attention de l'italien, Cavalieri alla conquista del Sud, Studi sull'Italia, Normanna in memoria di Léon Robert Ménager, publié en 1998 sous la direction de Enrico Cuozzo et de Jean-Marie Martin. Nous verrons une présentation beaucoup plus détaillée des deux auteurs qui sont Bresque et Neff, plus tard dans notre oral, ou je devrais dire notre vidéo. Comme vient de vous le dire Alicia à l'instant, cet extrait a été publié dans le livre italien Cavalieri alla conquista del Sud, Studi sull'Italia Normanna in memoria di Léon Robert Ménager en 1998. À la publication de ce livre, cela faisait déjà une dizaine d'années que les chrétiens arabes de l'Occident méditerranéen constituaient un objet d'étude connaissant un rapide progrès. Ainsi, plusieurs recherches ont été menées sur l'évolution du christianisme en Sicile. On peut alors adapter, comme pour la péninsule ibérique, le terme de mots arabes comme un terme désignant un chrétien vivant dans la société musulmane. Peu importe la région étudiée, le débat historiographique autour de la communauté mozarabe porte alors sur leur importance numérique, leurs conditions de survie et leur relation avec l'État musulman. Ce débat oppose particulièrement Michel de Epalsa, qui a mis en avant l'effacement des églises et leur dépendance au pouvoir musulman, à Christophe Picard, qui insiste sur la continuité du droit romain. L'étude des mots arabes s'inscrit très souvent dans le cadre d'un intérêt social porté aux minorités et aux mécanismes juridiques permettant leur intégration dans la société. Elle permet également d'étudier les limites de la tolérance envers ces communautés. L'emploi du mot mots arabes pour désigner l'évolution religieuse de la population sicilienne est récent. Il a été introduit dans le débat au niveau des années 1970 et utilisé en deux sens. D'abord dans le sens linguistique, c'est-à-dire que le vocabulaire latin s'est progressivement intégré à la langue arabe parlée, mais aussi dans un cadre religieux où le terme de mots arabes désigne alors les représentants d'une population autochtone, chrétienne de religion, qui sont intégrés au groupe arabe dominant, à minima par la pratique de la langue. Ce débat pose alors des questions sur l'intégration de la communauté mozarabe en Sicile. L'expression de communauté culturelle désigne des groupes qui se voient attribuer une identité culturelle commune, redéfinie par Henri Bresque comme identité en mutation. L'étude des communautés telles que la communauté mozarabe a permis l'émergence dans l'histoire sicilienne de la méthode de l'onomastique. L'onomastique a pour objet d'étude les noms propres. Ainsi, l'onomastique sicilienne est récente dans le champ des études historiques et sociales. Merci Océane, j'espère qu'il ne fait pas trop froid en Aveyron. Je vais maintenant vous donner un léger contexte historique. L'article étudié traite des périodes de 1100 à 1300. Cette période englobe donc la présence normande en Sicile jusqu'en 1189, mais aussi la période impériale et jusqu'au règne de Charles Ier d'Anjou, et les épisodes des vêpres siciliennes de 1282. Cependant, il nous faut rappeler certains éléments. La Sicile fut sous contrôle de Byzance à partir de 535, sous Justinien, qui va alors reconquérir une bonne partie de la péninsule italienne sous la direction de son général Bélisaire. Le premier raid musulman s'effectue lui en 652, mais c'est à partir vraiment de la fin du 8e et le début du 9e siècle que les forces arabo-musulmanes tentent de reprendre l'île. La première tentative fut en 740 et elle échoua. Ainsi, la conquête arabo-musulmane ne commence que véritablement en 827 et se prolonge jusqu'à la fin du 9e siècle. Leur progression était lente et s'opposait à de fortes résistances byzantines. La conquête normande, à partir de 1061, s'inscrit, elle, dans un contexte de troubles internes en Sicile et a donc favorisé l'initiative normande. Les Normands sont présents sur l'île dès 1030 en tant que mercenaires sans grandes ambitions. Cependant, deux grands membres de la maison des Hauteville, Robert Guiscard et son frère Roger, pourront accéder au titre de comte et s'imposer en Italie du Sud et dans certaines régions de Sicile. Ainsi, Robert Guiscard entame en 1061 la longue et difficile conquête de la Sicile avec le soutien de la papauté qui a fait des Normands ses alliés officiels. Robert Guiscard devient donc rapidement duc d'Apulie et de Calabre. Palerme, elle, tombe dès 1072. Malgré la faiblesse de leur effectif, les Normands peuvent compter sur l'appui de leurs mercenaires grecs.
et sur les divisions musulmanes, ainsi que sur leur manque d'appui de la part des Fatimides. Son frère Roger devient alors le premier comte de l'île. Son fils Roger II hérite des titres et va unifier les terres normandes en Sicile, en Italie et en Ifriqiya. Il prend également le titre de roi de Sicile. Il passe alors une partie de son règne à consolider son pouvoir et à créer un État centralisé tout en menant des expéditions extérieures. Son quatrième fils, Guillaume Ier, hérite de ses possessions à sa mort en 1155. Son règne voit alors l'apparition de troubles internes. En effet, ses vassaux et ses barons contestent son pouvoir trop centralisé. Son règne voit également la disparition des places fortes normandes dans l'actuelle Tunisie, ainsi que l'apparition de violences contre les musulmans. Son fils, Guillaume II, continue la politique diplomatique de son père en supportant la papauté tout en nouant des relations avec l'empereur et en s'opposant à Byzance. Sans héritier, Guillaume II laisse la couronne à son cousin Tancrède, rapidement évincé par Henri VI, empereur du Saint-Empire romain germanique, qui réprime violemment les partisans de Tancrède. Le fils d'Henri VI, Frédéric II, devient à son tour roi d'Italie, puis empereur. Des crises de succession menèrent à la prise du royaume par Charles Ier d'Anjou, frère du roi de France, Louis IX, avec le soutien du pape. Charles Ier confisque des fiefs aux seigneurs locaux pour les donner à ses chevaliers français, et en plus réprime dans le sang les oppositions. Ainsi, le mécontentement parmi la population vont faire que les Français seront massacrés et expulsés de Sicile lors des vêpres siciliennes en 1282. Cet épisode marque la scission entre les royaumes de Sicile ainsi que de celui qui prendra le nom de Naples. Je rends maintenant le micro à Océane. Donc nous allons d'abord vous présenter l'article un peu plus en détail. Alicia va vous présenter les auteurs et Guillaume vous présentera le livre dans lequel l'article a été publié. Ensuite, Alicia vous fera un petit résumé de l'article et je vous exposerai les sources et la bibliographie utilisées par les deux auteurs. Puis enfin, nous vous exposerons l'étude de cas que nous avons choisi de faire sur l'onomastique comme une source qui révèle la présence des mots arabes en Sicile. Je vais donc vous faire la présentation des deux auteurs du chapitre qui ne sont autres que Henri Bresque et Anne Liaisonnef. Tout d'abord Henri Bresque. C'est un médiéviste français né en 1939 à Cannes qui manifeste un grand intérêt pour l'histoire de la Sicile. En effet, dès 1981, il publie sa thèse sous la direction de Michel Mola intitulée « Un monde méditerranéen, économie et société en Sicile, de 1300 à 1450 ». Bresque est un spécialiste donc de la Méditerranée, mais plus précisément de la Sicile médiévale, domaine dans lequel il fait autorité. On peut noter des ouvrages qu'il a publiés sur ce sujet, comme par exemple « Politique et société en Sicile » du XIIe au XVe siècle, ou « Arabes de langue, juifs de religion, l'évolution du judaïsme sicilien dans l'environnement latin du XIIe au XVe siècle ». Ensuite, Anne Liaisonnef. Elle est actuellement maîtresse de conférences en histoire, civilisation, archéologie et art des mondes anciens et médiévaux à l'université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Ses thèmes de recherche sont l'histoire de l'Occident islamique médiéval, mais aussi l'histoire de la Sicile médiévale du IXe au XIIIe siècle et enfin l'histoire du processus d'islamisation au cours des premiers siècles de l'islam. Comme ouvrage sur la Sicile, Neff a écrit Les bains de Céphala, pratique thermale d'origine islamique dans la Sicile médiévale, ou Conquérir et gouverner la Sicile islamique au XIe et XIIe siècle. On peut donc noter que les deux auteurs sont des passionnés de la Sicile et grâce au nombre d'ouvrages qu'ils ont écrits à ce sujet, nous avons pu nous documenter pour écrire cet oral. Je laisse désormais la parole à Guillaume qui va vous présenter la source plus en détail. Merci Océane, mais maintenant passons à la présentation de l'ouvrage en lui-même. Comme dit précédemment, l'article Les mots arabes de Sicile de 1100 à 1300, écrit par Agnès Neff et Henri Bresque, est issu de l'ouvrage Cavalieri alla conquista del Sud, studi sull'Italia normanna in memoria di Leon Robert Menager. Cet ouvrage a été composé sous la direction d'Enrico Cuozo et de Jean-Marie Martin et publié en 1998 à Rome par les éditions La Terza. Cet ouvrage rassemble 18 articles traitant de divers sujets autour de la Sicile normande. Ainsi, nous pouvons retrouver des articles sur le développement des institutions féodales sous l'impulsion des Normands, la vie d'une abbaye, sur les interactions entre le roi et les pouvoirs ecclésiastiques, ou encore sur les différents palais royaux. L'essentiel des articles sont en italien ou en français, mais on retrouve également 2 articles en allemand et 1 en anglais.
Ainsi, l'ouvrage aborde des sujets larges sur la Sicile médiévale, mais propose également de les aborder au prisme d'exemples spécifiques, comme une institution ecclésiastique ou un territoire en particulier. Après avoir présenté les auteurs ainsi que l'ouvrage, penchons-nous maintenant sur l'article en lui-même. Alicia, c'est à toi. Merci Guillaume. Je vais dès à présent résumer le chapitre. Donc Henri Bresque et Anne-Liese Neff commencent leur texte en se penchant sur l'étude des chrétiens arabes de l'Occident méditerranéen, sujet qui s'accroît depuis une dizaine d'années au moment de la publication de l'ouvrage. Il s'attarde ensuite sur les sources où l'on peut retrouver ces chrétiens arabes et il souligne qu'elles sont peu nombreuses. Le témoignage de l'onomastique est en fait la source la plus florissante qu'ils ont à disposition. Puis le texte parle de l'emploi du mot mozarabe, qui a pour but de cerner l'évolution religieuse de la population sicilienne du début de la domination musulmane à l'expulsion de l'île de ces derniers. Bresque et Neff retiendront ce terme pour désigner les représentants de la population chrétienne autochtone qui s'est intégrée au groupe arabe dominant. Pour la suite, le chapitre est divisé en 5 parties. La première, intitulée « Aux origines d'un arabisme sicilien », est donc centrée sur les origines des Mozarabes. Pour Henri Bresque et Anne-Liese Neff, cela résulte sûrement d'un enclavement dans le statut des minorités protégées. L'arabisme sicilien remonte avec Élie le Jeune, captif en Afrique, décrit comme le nouveau Joseph, qui est un esclave qui a pour la particularité de s'être fait émanciper, d'avoir acheté sa liberté. Il fait valoir donc ce Élie le Jeune la religion chrétienne et c'est ce qui va le faire, entre autres, emprisonner. Mais le témoignage le plus important, néanmoins tardif, est celui de Ludolphe de Sudheim, qui dans les années 1330 atteste la présence d'une église de rite arabe. Mais durant la conquête musulmane, le recul de l'enclavement est important à tel point qu'il subsistait qu'un seul siège à l'heure de la conquête normande. La deuxième partie est centrée sur le témoignage onomastique dans les campagnes siciliennes. Pour Henri Bresque et Anne-Liese Neff, l'intérêt d'une approche onomastique est de pénétrer à la fois un milieu urbain mieux connu et une campagne en pleine mutation, qui garde les traces d'un changement culturel et religieux. Cette étude permet de faire remonter certains mots ou noms transcrits en arabe, et montre l'existence des mots arabes dans la population sicilienne à une époque donnée. En Sicile, il s'agit d'une onomastique dite de mêlée, car elle affirme l'arabisation des personnes et leur maintien dans la religion chrétienne. La troisième partie parle des mots arabes dans les cités et les bourgs. Les papiers administratifs sont très importants, puisque dans ces documents, on trouve beaucoup de noms arabes. Mais ils peuvent être incomplets, et selon la région, les noms arabisés sont plus ou moins nombreux. La quatrième partie se questionne sur la mozarabisation de l'élite palermitaine. Les chrétiens arabes ont manifesté un certain dynamisme, ils ont donc accueilli et par la même occasion absorbé l'émancipation des mozarabes. Les sources où l'on voit apparaître les mozarabes palermitains sont les actes arabes, et les mozarabes sont surtout des personnes aisées qui acquièrent des postes de haut rang. Cette élite urbaine porte des noms arabes sans originalité, que ce soit des noms masculins ou féminins. L'usage des noms arabes se maintient durant le règne de Frédéric II, mais après ça, ils sont abandonnés petit à petit au profit de noms latins. Enfin, la cinquième partie s'articule autour des serviteurs de l'État. Les mozarabes ont fourni à l'État de conquête des cadres politiques. À Palerme, par exemple, les fonctionnaires sont à la fois arabes, mais aussi grecs. Pour conclure le chapitre, Bresque et Neff disent que dans l'ensemble, les mots arabes ont pu être confondus pendant très longtemps avec les Grecs, avec les autres Grecs de l'île donc, et que seules les familles de notaires et les fonctionnaires développent un culte original. Mais le peu de sources a malheureusement masqué leur place et leur rôle dans la cité. Voici le résumé du chapitre, et je laisse dès à présent la parole à Océane, qui va vous parler des sources mobilisées par les deux auteurs. Merci Alicia pour ce petit résumé de l'article qui nous permet de continuer cette présentation orale sur la présentation de la bibliographie et des sources mobilisées par les deux auteurs. Henri Bresque et Anne-Liese Neff ont utilisé de nombreuses sources et une riche bibliographie pour leur article collaboratif. Je vais commencer par vous présenter les sources qu'ils ont mobilisées.
Donc, les deux auteurs ont utilisé plusieurs documents arabes rédigés pendant l'époque normande, comme différents manuscrits et évangiles grecs ou arabes d'Italie, qui constituent des indices de l'utilisation liturgique de la langue arabe. Ils ont aussi utilisé diverses chroniques arabes ainsi que des actes de la pratique et des documents administratifs rédigés par les notaires grecs du XIIe et XIIIe siècle. Les deux auteurs citent également les archives palermitaines et des livres religieux rédigés en arabe. Ils ont aussi utilisé les listes de vilains arabo-musulmans en arabe, ou autrement appelées les Jariad. Ces listes de noms permettent une étude de l'évolution onomastique en Sicile. L'onomastique constitue ainsi leur principale source de réflexion pour leurs travaux. Pour ce qui est de la bibliographie, Annelies Neff et Henri Bresque ont mobilisé les publications de CUSA, qui regroupent les études menées sur les listes des Jariad et permettent de donner un aperçu sur ce groupe. Cependant, cet aperçu comporte des limites puisqu'il est le résultat d'une étude seulement onomastique. Ils ont également mobilisé les travaux de Michel de Epalsa et notamment son article « Les mots arabes, état de la question » qui a été publié en 1992 dans la revue des mondes musulmans et de la Méditerranée. Ils ont aussi utilisé les travaux de Christophe Picard et notamment son article sur les mots arabes de l'Occident ibérique, publié dans la revue des études islamiques en 1983. Enfin, les deux auteurs s'appuient sur leurs propres travaux précédents, comme celui de Bresque, de l'état de minorité à l'état de résistance, le cas de la Sicile normande dans l'état et les colonisations au Moyen-Âge, ou encore un d'Annelies Neff qui s'appelle Anthroponymie et Jariad de Sicile. Merci Océane. Après avoir détaillé l'article, passons dès à présent sur notre étude de cas sur l'onomastique ou comment celui-ci permet d'analyser la présence des mots arabes en Sicile. Nous avons choisi l'exemple de l'onomastique sous l'angle suivant. En quoi l'onomastique révèle-t-elle les particularismes des communautés comme les mots arabes et quelle est leur intégration et leur visibilité dans la société sicilienne? Parlons en premier lieu de l'existence des groupes mots arabes en Sicile. Comme le démontrent Annelies Neff et Henri Bresque, tout au long de leur article, Comme le démontrent Agnès Neff et Henri Bresque, tout au long de leur article, les sources permettent d'attester la présence d'une communauté de mots arabes en Sicile. Les principales sources qui montrent la présence de ce groupe est l'onomastique. Comme nous l'avons précisé précédemment, l'onomastique repose sur l'étude des noms. Grâce aux documents retrouvés et à l'étude approfondie de CUSA, on peut prouver que l'arabisation des noms en Sicile entre le XIIe et le XIIIe siècle nous démontre la présence de mots arabes. En Sicile, à contrario de l'Espagne, l'église des mots arabes appartient au rite byzantin. En effet, la coupole de l'église de l'amiral Georges d'Antioche dispose d'inscriptions en arabe, indice de l'utilisation de la langue arabe dans le domaine liturgique. De plus, la rédaction de certains manuscrits gréco-arabes atteste également de l'utilisation liturgique de l'arabe. La principale information qui nous permet de prouver la présence des mots arabes en Sicile vient de Ludolf Sudheim, voyageur dans les années 1330. Il atteste de la présence d'une église grecque de rite arabe dans la partie orientale de la Sicile. Ainsi, l'arabisme linguistique de la Sicile s'est inscrit dans le cadre du rite et de la culture byzantine. On sait également que les chrétiens de Sicile ont collaboré avec l'État musulman. Les fonctionnaires chrétiens offraient leur capacité financière et leur fidélité à l'État, leur destin dépendait donc de la bienveillance du souverain. Ainsi, l'arabisme s'est ajouté à une culture et une politique religieuse grecque. Grâce à l'onomastique, on connaît la nature de la présence mozarabe en Sicile, que ce soit dans les groupes urbains ou dans les campagnes. La présence de mots ou de noms grecs ou latins, transcrits en arabe, révèle l'existence de groupes mozarabes au sein de la population sicilienne de l'époque. L'étude onomastique affirme l'arabisation des individus tout en conservant leur religion chrétienne. Ça parle alors de la formation de groupes mozarabes, un groupe rural d'origine grecque, notamment au sens linguistique, et également d'un groupe urbain aussi d'origine grecque. De plus, une élite chrétienne s'est constituée s'appuyant sur la culture arabe. L'existence de la culture mozarabe est attestée, mais quelle est la nature de l'assimilation et de l'intégration des mozarabes au reste de la population sicilienne? C'est ce que vous allez voir tout de suite avec Océane. Guillaume vient de vous démontrer la présence des mots arabes en Sicile, et désormais je vais vous expliquer de quelle manière les mots arabes de Sicile sont intégrés à la population sicilienne. Dans leur texte, Annelies Neff et Henri Bresque démontrent l'assimilation de la communauté mozarabe à la population sicilienne. L'étude onomastique affirme l'arabisation des individus et montre la présence mozarabe en Sicile. Même si les données ne sont pas très nombreuses, la meilleure connaissance de certains espaces nous permet d'avoir des renseignements sur ces groupes. Ils disposent d'informations les plus nombreuses pour la zone de Corleone, de Cefalù et de Catane, ce qui permet d'établir une certaine géographie du mozarabisme.
Ainsi, Corleone peut être considéré comme un refuge musulman, Cefalù appartient à une zone de cohabitation entre un groupe d'origine grecque et un groupe d'origine arabe, et Catane est situé dans une zone très hellénisée. C'est dans ce cadre qu'il est possible de parler d'assimilation des Mozarabes à la population. De plus, les noms et surnoms arabes dans les actes de la pratique au XIIe et XIIIe siècle permettent de dessiner la présence mozarabe à Palerme et à Mazara. En Calabre, l'adoption de quelques noms et surnoms arabes symbolise également la présence des Mozarabes. Les chrétiens arabes sont donc accueillis et intégrés à la vie sicilienne. Les actes grecs et arabes qui voient comparaître les Mozarabes par l'ermitain montrent des notaires, des officiers, des bourgeois, des artisans qui forment une élite urbaine. Cette élite urbaine porte des noms et surnoms arabes classiques, comme par exemple Abdelaziz ou Abd al-Malik. Les surnoms arabes peuvent correspondre au nom du métier qui symbolise alors la familiarité avec l'utilisation de la langue arabe. Ce choix de nom ou de surnom personnel caractérise le milieu de la noblesse normande et de la chevalerie. Ainsi, on peut démontrer que les Mozarabes étaient assimilés à la société sicilienne. Les chrétiens arabes d'Occident ont fourni à l'état de conquête des cadres politiques. Georges d'Antioche a fait rassembler autour de son église un milieu notarial et fonctionnaire mozarabe. Les fonctionnaires du palais montrent aussi des relations étroites avec les Mozarabes. Il prend par exemple Matthus Burigel qui appartient au groupe de portiers. De plus, en Sicile, certains textes juridiques étaient traduits en arabe, puisque, par exemple, dans le récit de Ibn Jubayr, un jurisconsulte musulman converti au christianisme était capable de juger les chrétiens selon leur canon de loi, ce qui montre que leurs lois étaient traduites en langue arabe. À l'époque normande, le faible encadrement des latins dans les campagnes a favorisé la cohabitation des différents groupes et la consolidation de ces noyaux arabisés. Pour les citer, les chrétiens arabes ont hérité de techniques fiscales et administratives, ce qui a permis leur intégration aux fonctions intermédiaires. Merci beaucoup Océane. Je vais donc dès à présent conclure cette troisième et dernière partie par les limites de l'onomastique. Tout au long de leur réflexion, Neff et Bresque soulèvent des limites et des problèmes liés à l'étude onomastique de la communauté mozarabe de Sicile. La connaissance réelle de cette minorité est permise seulement grâce à l'évolution numérique, par le biais de l'étude onomastique. De plus, la nature de ces communautés diffère. Ils peuvent être des musulmans de diverses origines, des chrétiens arabophones ou des convertis à l'islam. Et les documents ne sont pas forcément au rendez-vous pour nous renseigner sur leurs origines et leur mode de vie. Ainsi, l'onomastique constitue la principale source pour connaître la présence des Mozarabes en Sicile. Cependant, cette source comporte plusieurs limites. Cette onomastique est qualifiée, comme je l'ai dit plus tôt, de mêlée. Et cela affirme à la fois leur arabisation, mais aussi leur maintien dans la religion chrétienne. L'onomastique pose donc, comme je l'ai dit, plusieurs problèmes. Premièrement, une dénomination dont la structure et les éléments sont arabes, dans une liste de chrétiens, et cela peut renvoyer soit à une première vague mozarabe d'origine grecque, soit à une lignée de chrétiens arabes venus d'Orient. Ensuite, ça peut être aussi les noms, car ils sont un choix de celui qui les porte et surtout de celui qui l'a donné. Il est donc possible que les noms changent. Le changement de nom est probablement lié à une affirmation de l'identité ou à une rupture religieuse. Troisièmement, le surnom. C'est un choix lié à des anecdotes de vie, montre des contacts et influences intercommunautaires, mais ne prouve pas l'origine de l'individu. D'après les auteurs, les Mozarabes de Sicile ont pu être confondus avec les Grecs, puisque leur rite ressemble fortement au rite grec. Mais l'étude onomastique atteste de leur présence et de leur héritage. Il faut également préciser que la source de l'onomastique est incomplète. En effet, il y a une grande absence de données qui entraîne une étude de portions minimes de ces communautés religieuses. L'onomastique permet d'en connaître l'existence, mais elle ne suffit pas pour dénombrer et approfondir l'étude des Mozarabes. Merci Alicia. Pour conclure, l'article d'Henri Bresque, spécialiste de la Sicile, et Agnès Neff, spécialiste de l'islam en Méditerranée et de la Sicile également, propose une analyse onomastique de la présence des Mozarabes en Sicile. Ainsi, les auteurs utilisent la présence ou non des noms Mozarabes au travers de plusieurs générations pour essayer de connaître le degré d'intégration des Mozarabes avec le reste de la société. L'article démontre que cette intégration est inégale en fonction des lieux, mais également en fonction du niveau de vie des Mozarabes. Cependant, nous pouvons nous demander si la seule intégration de l'onomastique pourrait permettre de mesurer le degré d'intégration des Mozarabes au sein des autres communautés de la Sicile. Nous pouvons noter également que l'article ne présente pas les différents moyens d'intégration de ces populations, ainsi que leur place dans la société sicilienne. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de commenter, de liker et de partager. Nous attendons vos questions sur le Framapad, et n'oubliez pas, restez chez vous.